Bonsoir et merci de nous retrouver au cœur de cette autre livraison face à l'actualité sur Afrique Média Télévision au moment où des initiatives s'engagent désormais pour une véritable sortie de francs CFA au sein donc des pays de l'AES. Annoncé le 2 juin 2024 à Niamey, le projet de la création de la Banque confédérale d'investissement et de développement a donc vu le jour récemment au sein de l'AES. L'institution démarre avec un capital initial de 500 milliards de francs CFA. Son rôle sera donc de financer des projets stratégiques dans les infrastructures, l'énergie, l'agriculture et l'industrie. Seulement, ces derniers jours, plusieurs organisations de la société civile ont donc tenu des conférences à l'effet d'interpeller les autorités de ces trois pays à accélérer le processus de sortie du franc CFA. Avec donc l'arrivée avec donc la mise en place de cette banque confédérale d'investissement, sommes-nous en train de nous diriger inéluctablement vers la sortie commune du franc CFA parlant des pays de l'AES. On fait le point avec vous, professeur Moussa Diallo. Vous êtes enseignant-chercheur, expert en sciences économiques. Merci de nous retrouver, professeur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comme vous l'avez dit, c'est professeur au cœur de l'AES. D'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, commentons un tant soit peu la mise en place de cette banque confédérale d'investissement entre ces trois pays qui est censée donner véritablement une véritable bouffée d'oxygène en termes de développement des infrastructures d'intégration, on va dire sous-régionale, avec un capital de 500 milliards de francs CFA. Est-ce que la nouvelle est, de votre point de vue, est salutaire, professeur? On ne peut plus salutaire. Et à partir du moment où les trois pays se sont retirés de la CEDEAO, il y a une banque de développement de la CEDEAO qui est la BIDC, et la banque d'investissement communautaire de la CEDEAO, la BIDC, dont les trois pays sont membres. Donc, on ne sait pas, il y a des projets dans ces pays-là qui sont financés par cette banque. À partir du moment où ces pays-là quittent, il faut trouver une institution de substitution pour continuer à financer les projets. Donc, je pense que la banque d'investissement de l'AIS a été mise en place dans cette optique. C'est juste pour prendre un peu la place de la BIDC, qui est l'institution de la CEDEAO. On parle de 500 milliards de dollars. Est-ce que c'est suffisant pour des pays où il faille véritablement tenter de tout reconstruire, les voies de communication, les infrastructures routières et même ferroviaires et même des aéroports pour tenter véritablement de faciliter la mobilité des biens et des personnes? Oui, c'est sûr que face à toute l'ambition de cette nouvelle organisation, l'ambition en termes de développement, en termes de financement des infrastructures, c'est sûr que le montant, il n'est pas suffisant, c'est 1 milliard de dollars. Mais quand même, il faut lancer la banque. On pourra, au besoin, la récapitaliser et, si possible, ouvrir son capital à d'autres investisseurs. Et cela est vraiment possible. Mais les 500 milliards, c'est un début. Il faut d'abord commencer. Et plus tard, même là-bas, toutes les banques africaines n'ont pas commencé avec un capital aussi élevé. C'est au fur et à mesure qu'il y a eu des vagues de récapitalisation, et d'autres investisseurs sont venus pour renforcer la banque. Il se pose davantage, professeur, pour évacuer définitivement cette actualité, l'épineuse question de financement. La Confédération des États de l'AES a d'ailleurs réussi à mettre en place un processus de prélèvement confédéral qui est donc dénommé PCAES. Vous dites qu'à côté de ce prélèvement, on pourrait peut-être, bien entendu, ouvrir le capital de cette banque d'investissement à d'autres partenaires, qu'ils soient européens, non européens, américains ou alors même asiatiques. Bref, tous les partenaires de l'AES qui peuvent véritablement apporter utiliser peut-être comme des banques de placement, des financements afin de permettre donc bien entendu à ces États-là à des taux préférentiels, pourquoi pas, afin de capitaliser effectivement dans la mise en place en tout cas des infrastructures de base qui vont véritablement permettre à ce que les dynamiques de développement social et même économique puissent véritablement reposer sur un socle bien constitué. Oui, bien sûr on a instauré un prélèvement communautaire dans toutes les organisations, que ce soit l'UEMOA ou que ce soit la CEDEAO, il y a des prélèvements communautaires, c'est pour faire face au fonctionnement. Peut-être que dans le futur, on mettra en place la commission de l'AIS, c'est des fonctionnaires avec des différentes commissions, et c'est des fonctionnaires des trois pays qui vont travailler dans ces institutions. Il y aura un
et dont il faut assurer le fonctionnement, les fonctionnaires dont il faut assurer le salaire, des missions, des formations. Tout ça, ça a un coût. Pour que cela ne repose pas sur des financements extérieurs qui peuvent donner la latitude aux puissances extérieures d'interférer dans la politique de nos États. Donc, le prélèvement communautaire servira avant tout à faire face aux besoins financiers des institutions qu'on va mettre en place dans le cadre de l'AIS pour aller dans le sens de l'intégration. Donc, c'est pas nouveau, c'est des instruments qui visent à remplacer déjà des instruments que les pays ont au niveau de la CEDEAO et dont ils ne pourront plus jouir en quittant la CEDEAO. Donc, on met ça en place dans l'optique de ne pas être tributaire des financements extérieurs, mais aussi d'être plus autonome, non seulement dans le financement, mais également dans les processus de prise de décision. Professeur, en marge effectivement de cette grande actualité au cœur de l'Est avec la mise en place de cette banque d'investissement, eh bien, il y a donc plusieurs organisations de la société civile qui sont vent debout, que ce soit au Sénégal, au Burkina Faso, au Mali et bien d'autres, afin de revendiquer la mise en place, l'arrivée, la concrétisation de la sortie du franc CFA. Comprenez-vous? Eh bien, ce sont des cloches qui émanent de la société civile locale. Oui, ça peut avoir un impact. Hein. D'ailleurs, même si les politiques ont ça en ligne de mire, et les politiques seront renforcées, d'autant plus que les projets seront soutenus par les populations. De toute façon, officiellement, on n'a pas dit que l'AIS va aller dans une monnaie de quitter le franc CFA. Et même si, à un moment donné, le ministre malien des Affaires étrangères a dit dans certaines déclarations que l'AIS est une organisation d'intégration économique et monétaire, mais jusqu'ici, les volets est avant tout sécuritaire. Et on sait que quand on va quitter la CEDEAO et la pression étant forte sur les autorités de la part des populations, la question de la sortie du franc CFA va se poser certainement. On ne sait pas ce qui se passe, on n'a pas l'information, mais moi, je suis bien convaincu que c'est une question qui doit être sur la table. Alors, professeur, alors, quel est de votre point de vue le rôle, puisque vous apprendrez côté sur la question, le rôle historique donc, de ce franc CFA qui est véritablement tensé sur le continent africain et qui est présenté comme étant effectivement une monnaie qui ne permettrait pas effectivement aux nations africaines, davantage celles ouest-africaines, puisque c'est elles qui nous intéressent, parlant de ces nations dans le cadre de cette production, de pouvoir véritablement prendre la question d'un développement socio-économique à bras-le-corps. Quel est donc, selon vous, le rôle historique effectivement du franc CFA dans ces économies ouest-africaines aujourd'hui? En fait, il faut savoir qu'est-ce que c'est que le CFA. Le CFA, c'est une monnaie qui a été créée par l'administration coloniale française, tout juste à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est une monnaie qui a cours dans les territoires colonisés par la France, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, au niveau de l'Afrique centrale, au niveau des Comores, même si entre autres, c'était aussi au niveau de l'Afrique du Nord, hein, des pays comme la Tunisie, le Maroc se sont retirés dans les années 1957-58. Maintenant, la monnaie est restée en cours dans les pays d'Afrique noire, notamment en Afrique de l'Ouest, qui constitue une zone à part, c'est-à-dire la zone UEMOA, la zone de l'Union économique et monétaire ouest africaine. Et le CFA qui est en cours dans cette zone, c'est le CFA, le franc de la communauté financière africaine. Et maintenant, il y a un autre CFA qui est en cours au niveau de l'Afrique centrale, qui est le franc de la coopération financière africaine, mais les deux portent toujours les sigles CFA qui remontent encore à la période coloniale. Donc la dénomination a changé au fil du temps, même si le sigle est resté. On a voulu adapter la dénomination à l'ère du temps pour la rendre plus acceptable. De toute façon, c'est une monnaie qui est utilisée par des colonies françaises sur les 54 pays africains. Il n'y a que ces colonies françaises-là qui ne disposent pas encore de leur propre monnaie. Sinon, tous les autres pays ont leur propre monnaie et ils les gèrent plus ou moins bien. Plus ou moins bien. Donc, moi, je dirais que c'est un instrument financier
au départ utilisée par le colon, même si nous avons accédé formellement à l'indépendance en 1960, les mécanismes qui sous-tendent cette monnaie demeurent encore de nos jours. C'est ce qui fonde d'ailleurs notre combat à aller vers une monnaie résolument africaine, une monnaie débarrassée de toute interférence d'une tierce puissance. Pour ça, nous restons avec vous pour tenter d'apprécier à votre niveau. Alors, ces arguments économiques qui pèsent donc en faveur de l'abandon du franc CFA, en quoi cette monnaie techniquement n'est pas bénéfique pour les États ouest-africains? Nous, on dit que généralement, en tant qu'universitaire, souvent, si vous prenez toutes les littératures, on dit que la monnaie remplit 3 fonctions essentielles, c'est-à-dire une fonction d'intermédiation dans les échanges, une fonction d'unité de compte et puis une fonction de réserve de valeur. Ça, c'est des fonctions qui sont inhérentes à la monnaie elle-même. Et nous n'avons pas trop nous n'accordons pas trop d'importance à ça. Mais l'autre fonction de la monnaie, c'est que c'est un instrument de politique économique et commerciale. Si vous ne disposez pas de votre propre monnaie, c'est comme si vous ne disposez pas de votre économique et commerciale. Pourquoi on dit que c'est un instrument de politique économique et commerciale? D'abord, c'est un instrument de politique économique parce que à travers la quantité de monnaie en circulation, les autorités peuvent mener, si elles le veulent, une politique de relance économique en injectant de la monnaie dans l'économie. C'est ce qu'on appelle généralement la politique d'assouplissement quantitatif, parce que toutes les économies, à un moment donné, ont besoin qu'on injecte de l'argent pour soutenir l'activité économique. Donc, en ces moments-là, il faudrait que les pays aient la latitude de créer de la monnaie. Et tous les pays qui ont leur propre monnaie le font. Et les pays du franc CFA ne peuvent pas le faire parce qu'ils ne disposent pas de cet instrument. Et on peut dire aussi que la monnaie, c'est un instrument de politique commerciale parce que, en fonction de l'importance des partenaires commerciaux, les monnaies de ces partenaires-là, on peut souvent modifier le taux d'échange de la monnaie par rapport à la monnaie de ces partenaires, suivant qu'on cherche à accroître les exportations ou bien suivant qu'on cherche à les réduire. Donc, nous n'avons pas la latitude de tout cela. Nous n'avons pas la latitude de tout cela. Et la monnaie que nous avons, elle est gérée par une banque centrale qui est une banque centrale communautaire, c'est-à-dire une banque centrale propre à beaucoup de pays. Et aucun de ces pays, pris séparément, n'a de politique monétaire. Nos pays n'ont qu'une politique budgétaire, c'est-à-dire une fois que le budget de l'État est ficelé, les pays n'ont pas la latitude de financer une partie de l'aide du déficit en créant de la monnaie. Ils ne peuvent le faire qu'en s'endettant. Ils ne peuvent le faire qu'en s'endettant. Alors que j'ai toujours dit souvent dans les conférences que les États disposent de 4 moyens pour financer leur déficit budgétaire. Et ces 4 moyens sont: les États peuvent décider de créer de la monnaie pour financer une partie du déficit. Les États peuvent aussi émettre des titres de dette sur des marchés, qu'ils soient régionaux ou bien sur le plan national, peuvent y mettre des titres de dette pour se faire financer leur développement. Au-delà de ça, les États peuvent bénéficier de l'aide au développement, dont moi je n'encourage pas du tout, puisque ça permet de maintenir les pays africains dans la dépendance. Et les États peuvent aussi, en tant que 4e élément, peuvent aussi convertir une partie de leurs avoirs extérieurs en monnaie locale pour financer le développement. Mais si je dis que les pays peuvent émettre de la monnaie souvent pour financer le déficit, je ne dirais pas de recourir fréquemment à la planche à billets qui va détruire la monnaie par le biais du phénomène inflationniste. Mais de temps en temps, l'économie a vraiment besoin d'être soutenue financièrement. Et pendant ces moments-là, il faudra avoir la latitude d'émettre de la monnaie et la mettre à la disposition des agents économiques afin qu'elles puissent financer leurs différentes activités. Alors, professeur, sauf que quelquefois nous a fait miroiter effectivement que l'un des plus grands bénéfices qu'avaient, ou alors qu'a jusqu'aujourd'hui
qu'on sait, c'est ces pays de l'Afrique de l'Ouest ou alors de l'Afrique centrale, c'est que la France, ou alors ces pays bénéficient d'une forme de parité fixe du franc CFA avec une certaine une monnaie européenne, l'euro pour ne pas la citer, et ce qui donnerait une forme, on va dire, d'aura et même une certaine hauteur à la monnaie, mais sauf que vous venez effectivement de citer un certain nombre d'éléments pour lesquels, eh bien, le franc CFA ne serait véritablement pas bénéfique aujourd'hui, bénéfique effectivement à nos États. Au-delà de cela, au-delà de ce qui est convoqué, quel aspect du franc CFA, de votre point de vue, reste aujourd'hui plus ou moins pertinent ou bénéfique en tout cas pour nos États, pour ça? L'aspect que moi je peux trouver bénéfique en tant que monnaie commune à plusieurs États, c'est que quand on quitte un pays pour un autre pays, on n'a pas besoin d'être soumis à des opérations de change. Donc le CFA que vous portez, que vous pouvez porter au Mali, vous pouvez le transporter sur vous au Bénin, au Togo, même si les billets sont émis et au nom de chaque banque centrale, on peut le savoir à travers les différentes lettres qui sont sur les différents billets, mais cela n'est pas connu des citoyens ordinaires. Les billets de CFA du Burkina Faso ou bien du Sénégal circulent partout dans l'espace sans que les citoyens ne soient soumis à la problématique de change. Ça, c'est un avantage. Mais cet avantage-là, on peut l'obtenir en quittant le franc CFA. Hein. Et à partir du moment où les pays africains, nous allons nous mettre ensemble pour créer notre propre monnaie, c'est le même avantage qui va continuer. La monnaie qu'on va créer, et cette monnaie-là va circuler dans tout l'espace des pays qui seront partie prenante de cette monnaie-là. Donc, à vrai dire, c'est un avantage, mais c'est un avantage qu'on pourrait aussi avoir en créant notre monnaie. L'autre avantage que les tenanciers, c'est-à-dire que ce qui le franc CFA avance, c'est l'argument de la stabilité. Ils parlent de la stabilité des prix, tout ça, mais c'est pas ça en fait. Aujourd'hui, dans les critères de convergence de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, les taux d'inflation ne devraient pas dépasser les 3%, mais allez-y, dans tous les pays aujourd'hui, rares sont les pays qui sont dans cette limite. Et puis, même par rapport au change sur le plan international, le CFA est soumis aux fluctuations de l'euro. L'euro qui est l'étalon monétaire pour le franc CFA, c'est vrai qu'il y a une parité fixe avec l'euro. Une parité fixe de 1 euro est égale à 655,957 francs CFA. Mais chaque changement de parité de l'euro, qui est une monnaie flottante par rapport aux autres devises internationales, chaque fluctuation de l'euro a un impact sur le CFA. C'est-à-dire que si vous avez le CFA, vous voulez le changer en volume considérable sur le marché financier international, vous êtes obligé de passer par l'euro. Et quand l'euro fluctue, vous le sentez. Vous le sentez. Vous pouvez être victime de ces fluctuations à la baisse, ce qui va entraîner une perte de change. Bon, dans certains cas, ça peut amener un gain de l'échange, ce qui n'est pas souvent le cas. Donc, c'est l'argument de la stabilité. Pour moi, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Il y a les autres monnaies qui sont dans un régime de change flottant et les banques centrales parviennent bien à maintenir les taux de change de leur monnaie dans des limites raisonnables. Professeur, le 19 du mois dernier, une conférence du GER s'est effectivement tenue à Dakar au Sénégal sur ces représentations-là. Alors, quelle est votre opinion, professeur, davantage sur cette conférence? Est-il possible aujourd'hui d'attendre une véritable réaction ferme de la part des dirigeants africains sur cette question? Et vous direz de quel vous parlez davantage sur la question du franc CFA, notamment pour qu'il y ait une véritable dynamique peut-être collective pour véritablement tenter de vaciller vers la mise en place des monnaies peut-être d'abord locales, mais davantage des monnaies sous-régionales pour véritablement contourner les dynamiques, ces pressions liées notamment à l'utilisation du franc CFA. Oui, mais en fait, la situation est intenable pour la France elle-même, compte tenu des mouvements
qui sont en train de lutter. La situation pour la France elle-même, elle est intenable. C'est pour cela qu'elle a jeté du lest en ce qui concerne la région ouest africaine. Mais pour les pays d'Afrique de l'Ouest, moi, je ne vois pas les pays de l'UEMOA sortir en bloc du franc CFA. Ce n'est pas possible. Peut-être que dans un premier temps, l'AIS va sortir, mais aussi au niveau de Dakar, il y a un autre discours et les autorités françaises qui demandent à ce qu'il y ait des réformes profondes, ou bien s'il n'y a pas ces réformes, elles menacent de quitter. Mais dans un premier temps, les pays aujourd'hui qui sont les plus amènes de quitter le franc CFA, c'est bien les pays de l'AES. Même si le discours, il y a un autre discours au niveau de Dakar, mais s'attendre à ce que les pays ouest africains sortent en bloc du franc CFA, moi je ne vois pas ça. Parce que par exemple, un pays comme la Côte d'Ivoire ou bien des pays comme le Bénin, ne vous attendez pas avec les autorités actuelles qui sont à la tête de ces pays que ces pays-là demandent à quitter le franc CFA. Peut-être que l'AIS pourrait le faire dans un avenir proche, Et le Sénégal pourrait aussi, sous la pression du Sénégal, peut-être que la France va être obligée aussi de jeter encore plus de lest par rapport à cette monnaie. Que vous pensez donc clairement que les pays de l'AES peuvent, du moins disposent actuellement d'un certain nombre d'éléments et d'atouts pour leur permettre, pourquoi pas, de sortir de ce franc CFA. Pensez-vous effectivement davantage que les pays de l'AES disposent donc d'une forme de stabilité économique et même institutionnelle, professeur, nécessaire pour lancer une véritable monnaie commune? Oui, en fait, créer une monnaie, c'est une décision politique. À partir du moment où les trois pays s'entendent pour le faire, ils pourront le faire. Ils disposent pour cela d'atouts. D'ailleurs, dans les pays de l'AES, il y a des réformes profondes qui touchent le secteur minier. Les pays cherchent à s'approprier leurs ressources, ce qui est vraiment positif. Et ces pays-là cherchent à le faire parce qu'ils disposent, ils veulent disposer de leurs ressources et avoir suffisamment de devises par rapport à la commercialisation de ces ressources-là qui pourront soutenir une monnaie solide. C'est vrai que pour avoir une monnaie solide, il faudrait avoir une stabilité politique et que les pays de l'AES sont confrontés. C'est des régimes qui sont en transition et puis c'est des pays qui sont confrontés aux périls terroristes et dont ils sont en train de lutter farouchement. Mais cela n'empêche pas, c'est-à-dire que on ne peut pas laisser un projet attendre de finir avec cette question terroriste dont on ne sait pas quand ça va finir. On ne sait pas. C'est une lutte de longue haleine et les pays pourront lancer la monnaie d'ailleurs. Ces pays sont membres de l'UEMOA et à ce titre, ces pays contribuent aux réserves de change de la BCEAO. Donc, ces pays pourraient demander à ce qu'on les restitue leurs réserves de change et ils peuvent facilement constituer des stocks d'or. Et au passage, je vous dis que le Mali est le troisième producteur d'or en Afrique, suivi par le Burkina qui est le quatrième producteur. Le Niger aussi qui a des ressources stratégiques comme l'uranium, qui a le pétrole. Donc, moi, je pense que c'est des pays qui disposent des atouts, même sur le plan de l'agriculture. Prenez un pays comme le Mali, c'est fait 1 240 000 km², avec d'importantes superficies qui sont cultivables. Donc, les Niger, pareil, je pense que ces pays ont des atouts vers la création de cette monnaie. Professeur, vous êtes un partisan de tenter de tout faire au même moment, du moins mettre ces dynamiques, du moins que ces dynamiques s'élèvent concomitamment au même moment où on s'attaque notamment à la question des stabilités sécuritaires. Il faille véritablement aussi penser à mettre en place à une véritable sortie du franc CFA. D'ailleurs, sur cette analyse, plusieurs s'accordent à dire que le fait que ces pays continuent davantage à utiliser le franc CFA, cela redonne encore d'allant aujourd'hui à l'insécurité qui est plus ou moins galopante et qu'une véritable sortie de franc CFA pourrait véritablement permettre à ces pays de contrôler le flux de liquidités qui circulerait entre ces États-là afin de sécher, on va dire, les sources d'approvisionnement financier au mouvement terroriste. Effectivement, ça fait... Et le problème a commencé au Mali en 2012. Aujourd'hui, ça fait 12 ans, 13 ans que le Mali est en train de lutter. Après, ça a glissé vers le Burkina, le Niger, tout ça. 12 ans, et les terroristes, on sait que la guerre coûte cher.
12 ans, les terroristes, ils ne manquent pas d'armes, ils ne manquent pas de carburant, ils ne manquent pas de munitions, ils ne manquent pas de moyens logistiques pour mener cette guerre. Où est-ce qu'ils tirent le financement? Et le CFA peut bien être un canal pour leur financement. On a vu d'ailleurs, à chaque fois que les armées font des descentes sur le terrain, et elles trouvent des sommes, des liquidités très importantes sur ce tour. D'où vient tout cet argent? Et c'est sûr que le CFA, jusqu'ici, on ne sait pas qui finance le terrorisme. Il y a les prises d'otages, les rançons qui sont payées par les pays occidentaux. Il y a ça. Mais il y a aussi le CFA, les mécanismes du CFA qui permet d'avoir le financement. Ça fait 12 ans, ces gens sont financés. On ne sait pas d'où est-ce qu'ils tirent l'argent. Et tant qu'il y a 8 pays qui partagent le franc CFA, l'argent peut venir de l'un quelconque de ces pays à tout moment pour être déversé sur ces terroristes. Donc, et en quittant le franc CFA, ça peut être un moyen d'assèchement des sources de financement du tourisme. C'est bien possible. Mais vous avez dit que je veux qu'on lance tout à la fois, donc c'est pas ça. Et parce que l'insécurité, les périls terroristes, on sait que c'est un péril de longue haleine. Hein. Il faut s'attendre à 20 ans. Il faut s'attendre à 20 ans. Est-ce qu'on va reporter les grands chantiers, y compris les grands chantiers monétaires, attendre la fin d'avoir vaincu carrément tous les terroristes, d'avoir instauré définitivement la sécurité pour lancer ça? Moi, je pense que non. Donc, ça n'empêche pas de lutter contre le terrorisme. On peut lancer une autre monnaie. On peut lancer d'ailleurs tous les chantiers dans le sens de l'intégration. Dans le cadre de l'AIS, on peut continuer les chantiers et en même temps continuer à lutter contre le terrorisme. Donc, l'abandon du franc CFA par nos pays peut bien constituer une source de tarissement des financements pour les terroristes. Pardon, professeur, de votre point de vue, quels sont donc quels peuvent être en tout cas les mécanismes de coordination monétaire, mais surtout budgétaire, qui seraient donc indispensables pour garantir la viabilité de cette monnaie? Parce que l'avoir, c'est une chose, mais sa viabilité pose également un autre problème. Oui, en fait, c'est le défi majeur. En fait, quand on crée une monnaie, c'est vrai qu'il y a des facteurs qu'il faut assurer pour assurer la viabilité et puis la solidité de la monnaie. Comme on vient de le dire, par exemple, comme on vient de le dire, la stabilité politique et économique, elle est très importante. Donc, pour nos pays, j'ose croire que dans un futur, dans le moyen terme, on pourra mettre en place des régimes démocratiques, en tout cas issus d'élections libres et acceptés par tout le monde pour être en phase avec la communauté internationale. Mais pour les pays, même, par rapport à la monnaie, d'abord, on peut créer une banque centrale commune qui sera dotée par les fonctionnaires des 3 pays, et Dieu seul sait que les expertises n'en manquent pas. Voilà, nous avons des cadres au niveau de toutes les banques, de la BCAO, partout dans le monde. On peut faire appel à ces cadres-là qui pourraient venir siéger dans cette banque centrale. Ensuite, on pourra ensuite éditer des critères de convergence des 3 pays, des critères plus souples que peut-être les critères de l'UEMOA, des critères de convergence entre les 3 pays et des critères macroéconomiques, et que chaque pays s'efforcera à respecter pour assurer la solidité de la monnaie. Et puis, on va mettre en commun les réserves de change, peut-être dans un mécanisme de compensation. Je l'ai dit, on peut créer une banque centrale de type clearing house, c'est-à-dire qu'en anglais, c'est une chambre de compensation. Chaque pays aura son compte et chaque pays va y déposer ses réserves de change. Donc, les pays qui manquent de réserves peuvent emprunter auprès des pays qui ont des réserves excédentaires moyennant un taux d'intérêt dérisoire qui ne dépasse pas les 0,20-0,25%. Donc, on peut mettre en place un tel mécanisme, mettre en commun les réserves de change et aller vers la normalisation politique, parce que c'est important, et parce qu'avec ces problèmes politiques, il n'est pas question que les investisseurs viennent dans nos pays. Il y a tout ça.
Donc, moi, je pense que c'est possible. D'ailleurs, il y a un proverbe d'Afrique centrale qui dit que les cailloux font partie du chemin. Et il faut l'implémenter, l'améliorer en fonction des difficultés qu'on va rencontrer sur le terrain. Professeur, nous entrons dans notre troisième dorsale, effectivement, Il y a un problème de sonorisation. Avec vous, évoquant notamment cette monnaie commune au chapitre donc, des perspectives de scénarii. Alors, quels sont ces scénarios réalistes pour la mise en œuvre d'une monnaie commune au sein de l'AES? Va-t-on aller sur quelle échéance, professeur? Sur quelle échéance? Moi, je l'ai dit. Avec vous, du moins, les différents scénarios réalistes pour la mise en œuvre, effectivement, de cette monnaie commune au sein de l'AES. Quel scénario peut-on véritablement, réaliste, peut-on véritablement mettre sur pied afin d'y arriver directement? En fait, il y a un pays de l'AES qui a pris un peu d'avance par rapport à ça, qui répond un peu à votre question. Je prends le Burkina. Le Burkina a déjà créé la banque de dépôt du trésor. Et je souhaite que le Mali, parce que déjà le Burkina a commencé à constituer des stocks d'or, c'est nécessaire pour la création d'une monnaie. Donc les autres pays de l'AES doivent emboîter les pas au Burkina, parce qu'en fait, la banque de dépôt du trésor, c'est une banque centrale qui ne dit pas son nom. Hein. C'est une banque centrale qui ne dit pas son nom. Et le Burkina a déjà commencé à stocker de l'or. Et j'invite le Niger et le Mali à aller dans ce sens, à créer déjà des banques du trésor, des dépôts du trésor, qui vont être, dans un futur proche, les filiales de la banque centrale que ces trois pays vont mettre en place. D'abord, il faut commencer à songer à tout l'arsenal juridique et législatif qui va par rapport à la création de cette monnaie, et penser aux signes monétaires, les symboles qui vont figurer sur ces signes monétaires. Et on peut déjà faire ça, mais dans un premier temps, j'exhorte d'abord le Mali et le Burkina à créer des banques du trésor et à commencer à stocker des stocks d'or et des devises. Parce que ce sont ces stocks d'or et des devises qu'on va constituer au niveau de ces banques de dépôt du trésor qui feront la contrepartie de la monnaie que nous allons lancer. C'est de la contrepartie, ces devises qui nous permettront de faire face à nos échanges extérieurs. Donc, moi, le Burkina a déjà fait un pas, un grand pas dans ce sens. Et aujourd'hui, le Burkina, pris isolément, je peux le dire sans risque de me tromper, peut créer une monnaie nationale. Professeur, nous restons avec vous et pour tenter effectivement de pouvoir, dans une dynamique, en tout cas dans une volonté de vouloir démarrer sans toutefois se heurter à un certain nombre de difficultés, faire une lecture comparée, peut-être s'inspirer des modèles qui ont plus ou moins existé ou alors qui ont eu de la peine à pouvoir se mettre en place. Nous pensons notamment à la monnaie unique de la CEDEAO. Vous connaissez très bien l'histoire, appelée l'ECO, qui n'a clairement jamais vu le jour. D'ailleurs, les experts annoncent son arrivée pour 2027. On espère finalement qu'il pourra voir le jour. Alors, quand on fait une lecture comparée avec notamment passez-moi l'expression, le fiasco ECO, quelles leçons peut-on effectivement tirer de l'expérience au cœur de cette zone où des tentatives de mise en place d'une monnaie commune parfois ont sombré, le cas notamment de l'ECO en Afrique de l'Ouest, je l'ai évoqué dans ma prise de parole, professeur. Ouais, en fait, l'ECO, même en 2027, l'ECO ne verra pas le jour. Hein, ça, je peux vous le dire. Vous pouvez le noter et on va prier qu'en 2027, on va se retrouver pour en parler. Tant qu'il y a l'UEMOA, et l'ECO ne verra pas le jour. Parce que les 8 pays, les principes sur lesquels le CFA repose, les pays anglophones comme le Nigeria, le Ghana, ne sont pas disposés à aller dans une monnaie avec les pays de l'UEMOA sur ces mêmes bases. C'est ça qui bloque l'ECO. Donc, tant que ces blocages-là subsistent, il y aura jamais, l'ECO ne verra jamais le jour. D'ailleurs, dans le projet initial qui est lancé au début des années 80, on a même créé un institut monétaire et l'institut monétaire devait mener toutes les réflexions et toutes les études
pour la création d'une seconde zone monétaire qu'on appelle la ZMAO, la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Donc, les autres pays non membres de l'UEMOA devaient créer leur monnaie et cette zone-là devait à terme fusionner avec la zone UEMOA qui utilise les francs CFA. Mais je vous le dirais que tant que l'UEMOA existe, l'éco-ouest africain ne verra jamais le jour. Parce que les pays du Nigeria ne vont jamais accepter que leurs réserves de change soit domicilées dans un trésor, mais dans une banque d'une puissance, ou bien n'accepteront jamais qu'il y ait le mécanisme de fixité des taux de change avec une devise quelconque. Donc, tant que ces blocages existent, l'éco n'existera pas. Si je vais transposer ça au cas de l'AES, l'AES, c'est 3 pays seulement, dont il y a une parfaite symbiose, une parfaite synergie entre les 3 dirigeants, et même entre les 3 peuples. Il n'existe aucune entité quelconque. Donc, c'est un projet qui peut réussir, puisque ici, la structure va être plus légère que par rapport au UEMOA qui fait 8 pays, ou bien par rapport à la CEDEAO qui fait 15 pays. Donc, 3 pays, c'est plus facile à gérer, les décisions sont plus faciles à prendre. Les 3 pays sont plus faciles à s'entendre, ils sont plus enclins à s'entendre sur certaines dispositions que lorsque le nombre de pays est beaucoup plus élevé. Pays, professeur, vous n'allez pas me démentir, cela sont portés par un élan souverainiste et par-dessus panafricaniste, et donc forcément se retrouve et parlant donc notamment des aspects géopolitiques et même stratégiques qui pourraient porter véritablement cet idéal. Alors, est-ce que, professeur, de votre point de vue, il est possible que dans une démarche comme celle que les pays de l'AES, dans la perspective de la mise en place de cette monnaie commune, soit eux également aidés peut-être par certains partenaires stratégiques qui accompagnent véritablement ces pays-là aujourd'hui à pouvoir capitaliser à pouvoir capitaliser effectivement cet élan souverainiste dont qu'incarnent effectivement ces 3 pays aujourd'hui? Mais forcément. En fait, les 3 pays laissés à eux-mêmes sont un peu limités. Même si aujourd'hui, imagine qu'on veut lancer une nouvelle monnaie, nous n'avons pas de machine pour imprimer les monnaies. Et dans un premier temps, il faudra chercher où imprimer cette monnaie. Je vois très mal que cette monnaie-là soit imprimée dans un pays occidental comme l'Allemagne, comme ça. Je vois très mal ça. Peut-être que ça pourrait être imprimé par la Banque centrale ou bien de la Chine ou bien d'un pays des BRICS, je ne sais quoi. Mais de toute façon, de ce côté-là, et les changements qui sont avec l'essor des BRICS et le raffermissement des liens des pays de l'AES avec il va sans dire qu'il n'y a aucun problème que nous pourrons trouver des aides du côté de ces pays-là, notamment la Chine et la Russie. Donc, c'est bien possible qu'on soit aidé. D'ailleurs, le partenariat commercial a été à un tel niveau avec la Russie et la Chine que c'est sûr que ces pays n'auront d'autres intérêts que de nous soutenir. Et dans cette même lignée, dans cette même lecture, professeur, est-ce que il est donc clair que si jamais, rêvons un tant soit peu que ces pays parviennent véritablement à mettre cette monnaie unique en place avec notamment l'aide d'un certain nombre de partenaires stratégiques, est-ce que cela pourrait, de votre point de vue, redéfinir finalement les alliances économiques et même géopolitiques? Mais c'est clair, déjà les alliances géopolitiques sont redessinées, hein. Même s'il n'y a pas la monnaie, les alliances géopolitiques sont redessinées. Et les pays de l'AES sont aujourd'hui dans un élan souverainiste. Et on sait que ce n'est pas le point de vue de tous les pays au niveau de la région. Il y a un basculement géostratégique vers la Russie et puis vers les pays des BRICS, pendant que d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, ont encore des liens encore très forts avec les anciennes puissances, notamment l'ancienne puissance colonisatrice, la France. Et le rôle de la France, moi je l'ai prédit, même dans les pays aujourd'hui comme la Côte d'Ivoire, le rôle de la France va en s'amenuisant au regard des bouleversements géopolitiques. En fait, c'est des puissances qui sont en déclin et les dynamiques actuelles qui sont
aujourd'hui dans le monde plaident en faveur de la multipolarité. Donc, nous ne pourrons plus rester dans un vis-à-vis, dans un tête-à-tête uniquement avec le monde occidental. Et aujourd'hui, les partenariats sont beaucoup plus diversifiés que par le passé. Et à justice, moi je trouve que c'est une bonne chose d'ailleurs. Et si vous prenez un pays comme le Mali, nous on n'a pas chassé la France. Contrairement à ce qui s'est dit, le Mali n'a pas chassé la France. Quand la France est venue militairement en 2012 au Mali, et elle est venue, soi-disant, aider le Mali, mais les gens ont vu que cette aide a pris une autre tournure, c'est-à-dire que notamment par rapport à la question de Kidal, qui était devenu un sanctuaire interdit à l'État malien, alors que l'armée sénégalaise y était, et l'armée française y était, et les rebelles y étaient, la MINUSMA y était. Sauf que c'était une zone interdite. Donc, on a vu qu'il y avait un autre agenda. Donc, le Mali a voulu sortir de ce mano à mano et en cherchant d'autres partenaires qui peuvent l'aider. Et c'est la France qui a dit que si vous allez vers les Russes, nous, on va partir. Donc, les Maliens ont dit, d'accord, vous pouvez partir. Si vous voulez partir, nous, on fait appel aux Russes, aux Chinois, mais partez. C'est comme ça qu'il faut dire les choses telles qu'elles ont été. Donc, nous ne refusons pas les partenariats. Les Maliens ne l'ont pas fait. Même si demain, les anciens partenaires sur des volets économiques s'ils sont prêts à venir coopérer dans une logique gagnant-gagnant, il n'y a pas de problème, on pourra marcher ensemble. Mais si vous dites que il faut chasser ceci d'abord avant que nous ne venions, ou bien nous restions avec vous, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Le monde, il est aujourd'hui ouvert. Ainsi, ce n'est pas Jean, c'est Paul. Allez, prof, on va tenter de refermer cet échange avec vous, mais nous rappelons à nos téléspectateurs que vous êtes malien et donc on ne saurait fermer cette séquence de réflexion avec vous, non sans évoquer l'actualité locale au Mali. C'est donc celle liée donc à la volonté des forces vives de la patrie de vouloir véritablement tirer un trait sur la prolifération des formations politiques, presque 300 formations politiques. Ils disent que c'est un peu trop et demandent désormais au gouvernement de pouvoir abroger un certain nombre de dispositions institutionnelles, parlant notamment de la création des formations politiques, chose qui semble véritablement pas faire les choses, en tout cas d'un certain nombre de leaders politiques qui crient donc désormais une forme de privation des libertés de manifestation et même celle d'association. Vous êtes un enseignant. Quelle lecture faites-vous de la démarche, tout d'abord des forces vives de la nation, mais surtout de la démarche prise par le gouvernement malien actuellement sur la question de la prolifération des formations politiques? Ouais, en fait, de mon point de vue personnel, moi je ne plaide pas pour la dissolution des partis. De toute façon, il y en a trop, mais il y a des partis qui ne fonctionnent pas du tout. On ne connaît même pas leur existence. La vie politique est animée par quelques grandes formations politiques. Et je ne vois pas la nécessité de les dissoudre. Ça veut dire que ça va braquer la classe politique et c'est déjà le cas. Et aujourd'hui, mercredi, il y a eu le Conseil des ministres et qui a suspendu toutes les activités politiques. Chose que j'ai un peu salué parce qu'en fait, avec les manifestations qui s'annoncent, c'est le désordre. Bon, c'était bonjour au désordre. C'était le scénario du M5 RFP qui avait commencé à prendre corps, où tous les frustrés, tous les dessus avaient commencé à s'agglomérer pour lutter contre le régime. C'est sûr, quand on va dire qu'on va restreindre le nombre de partis ou bien rendre plus difficile les conditions de représentation dans les élections, il ne faut pas prendre de telles mesures et s'attendre à ce que les partis politiques s'asseyent et vous regardez tranquillement. Ils vont lutter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de force de faire prévaloir leur point de vue. Mais de mon point de vue, on peut même instaurer d'autres critères qui sont sans dissoudre les partis. Par exemple, la participation aux élections présidentielles. Aujourd'hui, les parrainages, c'est 5. Il faut se faire parrainer pour conseiller par région, mais on peut augmenter à 200 par région de parrainage. Je parierais qu'il n'y aura pas 3 partis qui mobilisaient de telles signatures. Donc, il faut aller vers ça. Donc, on peut verrouiller
politiquement et sans atteindre au nombre de partis. Donc, c'est aujourd'hui le gouvernement quand même a suspendu les activités politiques jusqu'à une date ultérieure. Je pense que ça permet de maintenir la tranquillité et la quiétude, surtout que sur le plan sécuritaire, les attaques aussi sont en train de se multiplier dans plusieurs localités, comme s'il y avait vraiment une intelligence entre ceux qui manifestent à Bamako et ceux qui ont les armes, ceux qui prennent les armes contre l'État. Donc, c'est ça. De mon point de vue, je ne suis pas pour la dissolution. Je pense qu'on peut utiliser d'autres arsenals pour verrouiller l'accès au scrutin, à certains scrutins, notamment l'élection présidentielle. Professeur Moussa Diallo, il n'a jamais, du moins pour ce qui est de la communication officielle, il n'a jamais été question de dissoudre les formations politiques, mais d'essayer tout d'abord de réduire son trop grand nombre afin de véritablement donner peut-être le champ d'action à celle des formations politiques les plus représentatives du pays. Pour tenter de refermer avec cette même préoccupation, professeur, il y a donc une bonne partie qui pense effectivement que le gouvernement du président Assimi Goïta viendrait désormais museler la voix de l'opposition alors de la classe politique locale, alors que le pays a fait preuve de résilience en permettant notamment à la précédente transition de pouvoir mettre sur pied les bases solides pour porter un Mali nouveau, depuis bientôt 4 ou 5 années qu'il était désormais temps de permettre effectivement aux formations politiques de faire vivre le jeu démocratique localement. Oui, mais c'est que les gens oublient. Nous ne sommes pas dans un régime démocratique. Il y a eu un coup d'État. C'était un régime militaire qui est là. C'était un régime de transition. Bon, c'est vrai. Moi, j'aurais souhaité qu'une transition trop longue aussi, ce n'est pas bon. Alors, donc, j'aurais souhaité que, comme l'a fait le Gabon ou bien le Tchad, que si le président Assimi est candidat, qu'il brigue le suffrage des Maliens. Donc, on va sortir de cette période de transition qui va permettre de faire revenir le Mali dans le constitutionnel que les partis sont en train de réclamer. Mais, il dit, nous ne sommes pas dans un régime démocratique, nous sommes dans un régime de transition, un régime militaire, et toutes les analyses qu'on fait, il faudra prendre en compte ce paramètre. Sœur Moussa Diallo, enseignant-chercheur, expert en sciences économiques, merci à vous, très cher monsieur, d'avoir répondu à nos questions depuis votre position stratégique à Bamako, si je ne m'abuse. C'est moi qui vous remercie et je serai toujours là s'il s'agit d'éclairer la lanterne de vos téléspectateurs. Donc, ce fut un plaisir pour moi. On m'a pris de la graine en vous écoutant le temps de cette réflexion. À très bientôt. Merci à vous d'avoir été à nos côtés. On se retrouve très bientôt forcément pour d'autres faits d'actualité. Ok, merci beaucoup. Merci. À la prochaine.